Alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonsoir. Dans cette lecture audio, je vais vous présenter un nouveau livre, cette fois-ci sur la sociologie de l'éducation. Le livre qui a été écrit par Marlène Cacobeto et Françoise Ovrard. Donc, on va découvrir les contenus de ce livre. Introduction. L'orientation et le contenu des études sociologiques portant sur le système d'éducation en France ont été constamment affectés par les enjeux sociopolitiques qui ont marqué le développement de cette institution. En effet, la tradition scolaire française est celle d'un système d'enseignement centralisé dont le projet élaboré pendant la Révolution a été réalisé sous la Troisième République. Ce système vise à réduire les particularismes au moyen d'une instruction commune et généralisée. La volonté politique de répandre l'instruction jusque dans les campagnes, de forger et de maintenir un sentiment national, implique l'organisation d'un corps enseignant dont la formation et les pratiques soient homogènes. Au moins, est-ce vrai pour le primaire qui s'adresse à tous les enfants, sans distinction de fortune ou de conditions. Au-delà de cet enseignement élémentaire, les études concernent une minorité qui, jusqu'à la dernière guerre, fréquente deux réseaux distincts, le primaire supérieur ou l'enseignement secondaire, l'enseignement secondaire. Au début du siècle, quand les divisions sont nettement marquées, le thème de l'instruction ou de l'éducation commune distinguait des éducations spéciales tendant vers une adaptation à des conditions de vie et à des activités différenciées et hiérarchisées, est une préoccupation centrale pour la sociologie de l'éducation. L'obligation d'assurer une formation morale et d'intégrer les jeunes dans un espace civique est ainsi pensée par Émile Durkheim comme un devoir d'État. Les citoyens devant acquérir une suffisante communauté d'idées pour que la cohésion sociale se trouve garantie, le respect de la raison, de la science, des idées et des sentiments qui sont à la base de la morale démocratique, sert de fondement à ces idées communes. Durkheim, 1922. Une école gratuite et obligatoire. Une école gratuite et obligatoire est bien l'instrument nécessaire. Il faut l'utiliser de la manière la plus efficace possible en évitant tout prosélytisme excessif, toute action violente. Le sociologue engage le pédagogue à réfléchir aux fins poursuivies par les systèmes d'éducation en l'initiant à une démarche historique et comparative. Durkheim, 1938. Le maître, en effet, ne saurait être un exécutant servile ou aveugle des directives institutionnelles, dans la mesure où ce n'est pas l'hérédité biologique qui détermine les acquis dans différents domaines du savoir et de la culture. L'école offre à tous les enfants la possibilité de progresser. Néanmoins, avec la nécessité d'une division du travail, l'éducation se diversifie, des travailleurs spécialisés sont formés. Durkheim évoque la question de la déchéance partielle, induite par ces spécialisations. Déchéance que Condorcet cherchait à prévenir en instituant pour les travailleurs une formation permanente d'ordre intellectuel et pratique dans le cadre de conférences publiques faites par les instituteurs. C'est donc le rôle de l'éducation dans la communauté sociale et politique qui constitue l'objet de la sociologie de l'éducation chez Durkheim, et non les différences entre les enseignés en tant que tels. Il n'ignore pas, cependant, qu'un héritage culturel prédestine certains individus à occuper des positions professionnelles élevées alors que d'autres ont peu de chances d'y accéder malgré l'action du milieu scolaire. Cette action peut limiter l'effet
de l'hérédité sociale, mais elle contribue en même temps à l'intégration dans une fonction non indépendante du milieu d'origine et légitimée par le principe d'utilité. En dernière instance, le rôle intégrateur de l'enseignement, la dimension morale et politique de l'éducation sont mises en valeur plus que la reproduction des inégalités et sa dimension conflictuelle. La perspective se modifie au cours des décennies de l'après-guerre, quand l'école démocratique paraît se réaliser. Les écoles primaires supérieures sont assimilées au collège moderne en 1941. Le lycée devient gratuit autour de 1930. La sociologie de l'éducation concentre alors ses analyses sur la persistance de fortes inégalités entre les élèves malgré la prolongation des études. La réflexion se déplace de l'école aux familles, génératrice d'inégalités culturelles, retraduite en inégalités scolaires, Bourdieu et Passeron, 1970. C'est non seulement la répartition inégale du capital culturel dans les familles qui entre en jeu, mais encore la connaissance plus ou moins bonne des mécanismes d'orientation qui déterminent les parcours scolaires. Les réformes de structure, création du collège unique par la loi Abi de 1975, ouverture du second cycle, sont vues comme des marchés de dupes des anciennes divisions ayant le mérite de la clarté, alors que des formes de sélection plus masquées sont à l'œuvre dans le nouveau système. L'école demeure un objet privilégié pour la sociologie puisqu'elle est investie de plusieurs missions dont les enjeux sont complexes et divers. Élever le niveau de connaissance générale de la population, favoriser la mobilité sociale, fournir à des jeunes venus d'horizons divers l'occasion de vivre une expérience commune. Plus récemment, les commandes de recherche qui portent sur la mise en œuvre de politiques éducatives ou de dispositifs pédagogiques dans des contextes locaux conduisent le chercheur à prendre une posture d'expert. La collaboration des enseignants et des chefs d'établissement est sollicitée dans le cadre des recherches-actions et des observations menées dans les classes. Les conclusions des études sociologiques font désormais partie des contenus de formation initiale et contenus proposés aux maîtres de l'enseignement élémentaire et secondaire et au personnel de l'administration. Les sciences sociales contribuent à l'édification d'une culture commune présentée comme indispensable à la formation de ces personnels et à l'exercice de leur métier. D'une façon générale, les problématiques et les thèmes de recherche de la sociologie et de l'éducation ne sont pas indépendants des évolutions qui marquent une institution et des corps de professionnels, ces objets privilégiés depuis le début du XXe siècle. Ainsi, les demandes qui lui sont adressées dans un contexte de réforme, le lien établi entre problèmes scolaires et problèmes sociaux, influe sur la définition des objets et des méthodes. Chapitre 1. Sous des formes diverses, les notions d'unification d'une part, de différenciation d'autre part, sont au centre des préoccupations des sociologues et des responsables politiques. Il faut donc commencer par décrire les inégalités d'accès des enfants et des jeunes aux différents niveaux et filières du système d'enseignement. En effet, le maintien de fortes inégalités entre les élèves issus de milieux sociaux éloignés constitue un démenti à l'idée selon laquelle l'unification des structures du second degré, au moins dans le premier cycle, lève les obstacles d'ordre institutionnel à une meilleure réussite des enfants des milieux populaires. Chapitre 2. Le repérage des moments clés du cursus scolaire où ces inégalités deviennent manifestes et significatives pour l'avenir est un préalable nécessaire à toute tentative d'interprétation. Les systèmes explicatifs proposés confèrent une importance décisive aux privilèges culturels dont bénéficient sous des formes diverses les enfants des couches sociales moyennes et supérieures. Chapitre 3. Importance accordée à la scolarisation dans une perspective d'intégration, de mobilité sociale et d'accès à l'emploi conduit ensuite à examiner la question de l'utilisation du diplôme sur le marché du travail. Chapitre 4. La tension entre l'unité et la diversité historiquement construite traverse aussi l'étude sociologique des professionnels de l'éducation.
À partir des années 1960, une politique d'intense recrutement s'accompagne de la création de nouvelles catégories d'enseignants confrontés à des situations inédites, chapitre 5. Comme les réformes de structure ne suffisent pas à garantir la réussite des enfants, de milieux populaires, l'attention se concentre sur les réponses que pourrait apporter le milieu scolaire en modifiant les contenus et les méthodes d'enseignement. Ce qui place les enseignants en première ligne et pose la question d'une évolution souhaitable et nécessaire de leur métier. Mais cette évolution ne va pas de soi étant donné le manque de gratification matérielle et symbolique malgré les conversions réalisées dans les années 2000. La restriction des moyens alloués en termes de personnel notamment soulève des interrogations sur l'avenir de l'enseignement public en France. La notion de privatisation est utilisée dans un sens dynamique et pour sa valeur heuristique par des sociologues et des économistes qui s'efforcent d'analyser la situation de l'école et de l'université dans une société où prédomine une logique économique de la compétitivité. Laval 2004. Et de l'unification dans un cadre européen, voire mondial. Parallèlement, le thème de l'apprentissage tout au long de la vie est plus que jamais d'actualité, ce qui entraîne une multiplication des travaux sur des formes d'éducation de niveaux divers qui ne s'inscrivent pas dans la formation initiale ou continue au sens classique et qui entrent de moins en moins dans les catégories définies par cette opposition. Dans ce contexte, les sociologues de l'éducation sont confrontés à l'obligation de choisir leur camp. Sont-ils des experts réputés indépendants, mais dont le cadre et les objectifs de travail sont prédéterminés parce qu'ils relèvent des politiques publiques? Sont-ils des savants qui revendiquent en toutes circonstances d'établir des faits même s'ils sont inconfortables? En même temps, l'action éducative n'est plus limitée à l'espace privé de la classe. Elle s'élargit aux dimensions d'un espace éducatif, incluant la participation d'acteurs non enseignants et la mise en place de mesures destinées à rapprocher l'école et les familles, chapitre 6. Premier chapitre. La transformation du système scolaire et des thèmes de recherche. L'évolution depuis les années 1960 de la sociologie de l'éducation, de ses objets de recherche et de ses référents théoriques et de ses méthodes ne peut être comprise que dans ses relations avec les transformations du système éducatif et avec les changements dans le débat social sur l'école. Les années 1960 étaient dominées par la question de la démocratisation et de l'égalité des chances dans un système d'enseignement sélectif, scolairement et socialement. Au cours des années 1980, la recherche se caractérise par des thématiques plus centrées sur le système éducatif lui-même et sur les conditions d'enseignement. Le déplacement des approches se résume ainsi. La sociologie de l'éducation a évolué de la recherche de lois générales sur les rapports entre le système éducatif et la société globale vers l'étude des microsystèmes locaux. Enfin, depuis la fin du siècle dernier, les demandes de recherche sur les performances et les conditions de l'efficacité du système éducatif sont devenues centrales. Cette évolution de la recherche est liée à celle de l'objet, le système éducatif, de la demande sociale et de la sociologie en général, ses référents théoriques et ses méthodes. Le collège, puis le lycée pour tous. Le système éducatif, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est marqué par la transformation profonde des structures de l'enseignement secondaire et la croissance rapide de ses effectifs. Au début des années 1960, près d'un enfant sur deux ne parvient pas en sixième. Et ceux qui y parviennent entrent dans des établissements et des filières séparées
qui les destinent à des carrières scolaires différenciées. L'accès au baccalauréat est très sélectif. 10% de bacheliers dans une génération en 1960 est bien que 2 fois plus nombreux que 10 ans auparavant. Les 200 000 étudiants que compte l'enseignement supérieur sont bien peu représentatifs de leur classe d'âge. Un enfant de cadre supérieur a 80 fois plus de chances d'entrer à l'université qu'un fils de salarié agricole et 40 fois plus qu'un enfant d'ouvrier. Bourdieu et Passeron, 1964. Le collège unique. L'institution scolaire a longtemps été caractérisée par une frontière forte entre deux ordres d'enseignement, primaire et secondaire. L'idée d'un collège unique, c'est-à-dire d'un tronc commun d'enseignement pour tous les enfants de 11 à 15 ans, n'est pas nouvelle quand en 1960 elle commence à être mise en œuvre. En 1918, les universitaires anciens combattants, rédacteurs du manifeste L'Université nouvelle, proposent l'idée d'une formation commune pour tous dans une école unique jusqu'à 14 ans. La fin de l'obligation scolaire et à cette époque, à 2 ans, elle sera prolongée en 1936 jusqu'à 14 ans révolus. Partisans et adversaires de cette idée s'opposeront pendant toute la période de l'entre-deux-guerres et sous la 4e République. En 1947, la commission dite Langevin Wallon remet un rapport qui propose un cycle d'orientation en 4 ans pour les 11 à 15 ans, dans une école unique avec une pédagogie nouvelle. Ce plan restera une référence, mais n'aboutira pas. Aucun projet de réforme ne parvient à cette époque à unifier l'établissement post-élémentaire. Les luttes entre les différentes fractions du corps enseignant pour déterminer quelle catégorie d'enseignants serait affectée dans cette école moyenne sont en partie responsables de l'impossibilité de toute réforme. Différentes lois et réformes depuis 1959, prolongation de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans, et 1963, création des collèges d'enseignement secondaire, aboutissent en 1975 à la création d'une école moyenne, le collège unique, pour l'ensemble des jeunes de 11 à 14 ans. Le premier cycle de l'enseignement du second degré, le collège, comme dans bien des pays européens, cesse d'être une structure d'accueil d'une minorité pour devenir un système de prise en charge de la totalité d'une classe d'âge. L'allongement des scolarités. Cette tendance se poursuit ensuite au-delà du collège grâce à des politiques qui favorisent la prolongation d'études au-delà du premier cycle et de l'obligation scolaire. L'objectif d'amener 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat est énoncé par le ministre Chevènement en 1985 et repris dans la loi d'orientation sur l'enseignement en 1989. Il se traduit avec les mesures volontaristes qui l'accompagnent par un afflux considérable d'élèves dans les lycées. Ainsi, en 5 ans seulement, entre 1985 et 1990, la part d'une génération atteignant le niveau du baccalauréat a augmenté de 21 points, passant de 37 à 58%, alors qu'en 20 ans, entre 1965 et 1985, elle n'avait progressé que de 17 points. La tendance à l'allongement des scolarités s'est accélérée depuis la fin des années 1980. Près du tiers des jeunes nés en 1984 sont encore scolarisés à 22 ans, contre 15% de ceux nés 20 ans auparavant. La proportion de ceux qui quittent l'école juste après la fin de l'obligation scolaire, 16 ans, a régressé et reste stable entre 8%
et 10% d'une classe d'âge. Entre 1950 et 1993, la proportion de bacheliers dans une génération a été multipliée par 10. Elle stagne depuis 1995 et atteint 63% en 2008. Voir le tableau 2. Donc, il y a un tableau ici. Tableau 2, évolution de la proportion de bacheliers dans une génération. Voilà. La généralisation de l'accès à l'enseignement secondaire s'est traduite à la fois par une unification des établissements, y compris de leurs intitulés. Tous les élèves sont collégiens, puis lycéens, et par une diversification des filières, notamment dans l'enseignement technologique et professionnel, des sections, des options, des séries du baccalauréat. L'allongement des scolarités ne pouvait pas, en effet, se réaliser dans les structures prévues pour des élèves sélectionnés. La répartition des nouveaux venus dans l'enseignement secondaire va se faire par le biais de filières cloisonnées et fortement hiérarchisées et par le jeu des orientations dans les formations techniques jusqu'à la mise en place du collège unique. Ensuite, dans le cadre du collège unique, les choix d'options hiérarchisées vont assurer une répartition des élèves, tandis que les sorties vers l'enseignement professionnel avant la classe de 3e demeurent importantes jusqu'à la fin des années 1980. Les lycées, 10 ans après le collège, sont confrontés à un nouveau rôle de scolarisation, mais aussi de socialisation de la majorité d'une classe d'âge. Ils accueillent désormais des élèves dont les performances scolaires sont hétérogènes, mais aussi les attentes, les aspirations et les formes de socialisation. En 2008, près de 80% des jeunes de 18 ans sont scolarisés, dont plus de 40% dans les lycées. Le système se décentralise. Les établissements scolaires plus autonomes. Avant la création du collège unique, l'existence de filières relativement cloisonnées permettait de scolariser les élèves inadaptés à l'enseignement général dans des classes et avec des enseignants spécialisés. La massification de l'enseignement révèle l'inadaptation des pratiques pédagogiques et des formes de l'enseignement secondaire et supérieur à des publics qui n'avaient pas accès précédemment à ces niveaux de formation. Pour favoriser la diversification des pratiques pédagogiques et l'innovation dans ce système, géré jusqu'alors centralement, un ensemble de dispositifs est mis en place pour donner une marge de manœuvre aux établissements. Les politiques éducatives ne considèrent plus l'établissement scolaire comme l'unité de base d'un système centralisé. Les initiatives sont au contraire demandées aux établissements et doivent permettre d'assumer les problèmes posés par la diversité des élèves. Les changements dans le système éducatif étaient provoqués par des réformes de structure. Les évolutions sont désormais attendues, des innovations et des adaptations locales. Des dispositifs réglementaires vont doter les établissements scolaires d'une certaine autonomie, conseil d'administration, marge de choix budgétaire, et les inciter à construire un projet d'établissement spécifique ou commun dans le cadre des zones d'éducation prioritaire, ZEP. Lancée en 1982, la politique des ZEP, ça veut dire des zones d'éducation prioritaire, a organisé la lutte contre l'échec scolaire dans les zones socialement défavorisées en leur attribuant des moyens supplémentaires pour traiter globalement l'échec scolaire dans ses composantes sociales et culturelles. Voire plus loin. Commencé avec le mouvement de rénovation des collèges, la politique de projet d'établissement a été rendue obligatoire par la loi d'orientation sur l'enseignement de 1989.
Chaque établissement est ainsi invité à trouver sa réponse spécifique à des conditions locales particulières tout en respectant des objectifs nationaux. Dans la même période, les lois de décentralisation administrative 1982 étendent les pouvoirs des collectivités locales en matière d'éducation, notamment sur la construction et le fonctionnement des établissements. Les communes ont compétence sur les écoles, les départements sur les collèges, les régions sur les lycées. L'État conserve l'organisation générale des programmes et des examens, l'organisation du recrutement et la gestion des enseignants. Les établissements scolaires ont ainsi de nouveaux interlocuteurs auxquels ils doivent rendre compte de l'utilisation des moyens alloués. La décentralisation administrative va de pair avec le souci de favoriser une cohérence locale du système d'enseignement secondaire et supérieur. Construction d'établissements, création de filières de formation, de sections professionnelles dans le cadre de schémas régionaux de formation. Ces différentes mesures qui donnent de nouvelles compétences aux échelons locaux veulent favoriser l'élaboration de politiques scolaires locales. Implicitement, des différences sont donc reconnues entre les écoles publiques, différences qu'une gestion centralisée ne pouvait prendre en compte. De la différence à la concurrence. Dès lors, puisque les établissements scolaires sont différents et qu'ils sont même invités à cultiver leurs différences, comment continuer à y affecter autoritairement les élèves en imposant une carte scolaire? Depuis 1985, sous la pression d'une partie de l'opinion revendiquant le libre choix de l'établissement à l'intérieur de l'enseignement public, la règle qui lie l'affectation d'un élève à son lieu de résidence a été assouplie et à la rentrée 2007, la suppression progressive de la carte scolaire a été annoncée. Elle devrait être complète en 2010. Étudiant les mesures de désectorisation, les sociologues ont décrit ce quasi-marché scolaire avec les pratiques qui y sont liées. Stratégie pour garder des bons élèves, ou empêcher leur fuite vers des établissements mieux cotés, ou inversement pour se débarrasser de mauvais élèves susceptibles de faire chuter le taux de réussite au baccalauréat, politique d'image développée par certains établissements. Les établissements publics ou privés se trouvent en effet contraints de réagir à la sanction que constitue le fait d'être attractif ou non pour les familles. Ils vont donc chercher à montrer leur efficacité, composer avec la demande, afficher leurs différences. Devant l'obligation de résultat, la stratégie la plus simple pour les plus cotés est d'envoyer dans d'autres établissements des élèves susceptibles de faire baisser leurs performances. Attirer ou retenir les bons élèves est devenu une préoccupation importante, surtout dans les collèges et les lycées. Déplacement des problèmes sociaux et des objets de recherche. Avec les transformations du système éducatif, les problèmes sociaux et les débats suscités par l'école ont évolué et de ce fait, les commandes institutionnelles adressées aux sociologues de l'éducation L'égalité des chances. Le rôle de l'école dans la construction des inégalités sociales constitue le thème principal de la sociologie de l'éducation jusqu'au début des années 1980. L'établissement des faits, la description des différentes modalités d'inégalité sociale en matière d'éducation occupe une place importante dans les publications. À partir de ces données vont se construire des interprétations et des modèles explicatifs des rapports entre école et classe sociale. Le rôle de l'école dans la société globale est alors l'interrogation dominante. Une fois établis les déterminants sociaux des carrières scolaires ainsi que le lien entre formation et accès aux emplois et aux positions sociales. La découverte de l'échec scolaire. Au cours
Au cours des années 1960 et 1970, la notion d'échec scolaire s'impose dans les débats sur l'école. En effet, quand le système était cloisonné, avec des ordres d'enseignement distincts et des filières hiérarchisées aux frontières évidentes, les divisions scolaires, type d'établissement de filières de diplôme, correspondaient clairement à des divisions sociales. Dans un système désormais ouvert à tous, mais dont les principes de sélection sont devenus moins évidents, ce qui était vécu comme un destin social est maintenant intériorisé comme un échec personnel. L'échec scolaire est arrivé secondaire. Si les façons de faire, les références culturelles, les conduites attendues restent exactement ce qu'elles ont été, une part importante du nouveau public éprouve de telles difficultés qu'elle est rapidement éliminée comme inapte. Non seulement le retard, mais l'échec devient un problème social. L'hétérogénéité des élèves dans un système unifié. À partir des années 1980, l'accès généralisé au collège, puis au lycée, conduit à mettre l'accent non plus sur l'inégalité des chances et la mesure de l'accès des groupes sociaux aux différents niveaux d'enseignement, mais sur le problème de l'adaptation des établissements, des contenus des enseignements, des conditions et des modalités d'apprentissage. L'arrivée massive des élèves mal préparés, scolairement et culturellement, à comprendre et accepter les normes scolaires va susciter d'importants débats autour de l'hétérogénéité des élèves. Les chefs d'établissement et les enseignants sont alors chargés de trouver des solutions pédagogiques adaptées au contexte local, mais pour ce faire, ils doivent tout d'abord se doter des moyens de connaissance objective de leur établissement et de son environnement et ensuite élaborer des méthodes pour apprécier les effets de leurs actions. À tous les niveaux du système administratif, central ou local, chef d'établissement, collectivité à tous les niveaux du système administration centrale ou locale, chef d'établissement, collectivité territoriale, apparaît alors une forte demande de méthodes de diagnostic, d'évaluation de politique et d'analyse du fonctionnement d'une classe, d'un établissement ou d'un ensemble d'établissements d'une zone géographique donnée. Contrairement à ceux des pays anglo-saxons, les sociologues en France s'étaient peu intéressés à l'établissement scolaire. Pour répondre à ces nouvelles demandes, la sociologie de l'éducation avait peu d'acquis à proposer. Sur ce terrain vont donc s'imposer des concepts et des outils construits dans d'autres champs, notamment par la sociologie des organisations et transposés dans le champ éducatif avec des analogies quelquefois hâtives entre école et entreprise, en reprenant les concepts et les méthodes de l'audit. Des parents d'élèves plus consommateurs. L'ouverture de possibilités de choix développe chez les parents d'élèves des conduites de consommateurs. Or, les images où les réputations d'établissements se fondent bien souvent sur une idée de leur performance mal évaluée, au moyen d'indicateurs peu pertinents, le taux de réussite au baccalauréat par exemple, à côté du principe d'égalité qui dominait le débat sur l'école, émerge une demande d'efficacité dont témoigne le succès des palmarès d'établissements publiés régulièrement dans la presse. Ce nouveau débat ouvre un autre champ d'investigation pour les chercheurs. Quels sont les critères d'une bonne école? D'une école efficace pour quels élèves? Diversification des approches en sociologie de l'éducation. Durant les années 1960-1970, la question des relations entre l'école et classe sociale domine non seulement la sociologie de l'éducation, mais l'ensemble de la discipline. En 1967, la Revue française de sociologie consacre un double numéro spécial à la sociologie de l'éducation. Cette période se caractérise par une abondance de travaux,
par la création de bases de données empiriques et de systèmes d'information statistique et par l'élaboration de schémas théoriques qui seront enrichis et développés par la suite. Si les évolutions de la demande institutionnelle ont largement influencé les orientations de la sociologie de l'éducation, les débats théoriques dans le champ de la sociologie à cette même époque, la crise du marxisme et du structuralisme et le retour de l'acteur ont contribué également au déplacement des problématiques. Ainsi, l'évolution du contexte éducatif comme celle de la recherche conduisent certains chercheurs à mettre en cause les approches des années 1960. Par ailleurs, les résultats des recherches antérieures, connus et banalisés, notamment parmi les enseignants, sont parfois vécus comme des mobilisateurs puisque les déterminants sociaux de la réussite scolaire ont une telle force. Les efforts des enseignants ne sont-ils pas désespérés? Les changements de thématique de recherche peuvent donc également s'interpréter comme une réponse aux résistances du monde enseignant face à une interprétation quelquefois simpliste et mécaniste de certains travaux de sociologie de l'éducation. L'attention portée de façon privilégiée aux structures, au fonctionnement de l'institution, a pu être interprétée comme une vision déterministe du rôle de l'école, où l'innovation et le changement n'auraient pas leur place et où l'on ignorait l'expérience et les pratiques individuelles. Les demandes institutionnelles adressées aux chercheurs se concentrent alors sur les effets des politiques et des pédagogies de compensation des handicaps socioculturels, sur le fonctionnement des microsystèmes de l'établissement scolaire et de la classe, considérés comme des organisations, des lieux d'interaction, c'est-à-dire sur l'évaluation de ce qui semble échapper aux déterminismes sociaux globaux, sur les marges de manœuvre. À côté du courant de recherche toujours actif, attaché à décrire les relations entre école et société globale, se développe dans les années 1980 un nouveau domaine de recherche centré non plus sur les structures, mais sur le local et le singulier, sur les interactions entre acteurs dans les établissements scolaires et les classes, sur le fonctionnement local de l'école. Par la suite, le thème de la performance des systèmes éducatifs, par la suite le thème de la performance des systèmes éducatifs et de l'efficacité des pratiques et des dispositifs pédagogiques a contribué à orienter les travaux de recherche, de recherche sous l'effet notamment des enquêtes conduites par les organisations internationales. L'analyse des résultats, des acquis des élèves dans différents pays que permettent par exemple les enquêtes de l'OCDE, du programme international pour le suivi des acquis des élèves PISA, a renouvelé l'intérêt pour l'éducation comparée. Les chercheurs s'interrogent alors sur la place prise par les organisations et indicateurs internationaux dans les définitions des politiques éducatives. Évolution des méthodes de recherche. La forte croissance des effectifs scolaires après la Seconde Guerre mondiale dans un système d'enseignement inégalitaire avait conduit les chercheurs à privilégier des méthodes quantitatives pour décrire les phénomènes étudiés. Dans le cadre d'une extension de la scolarisation, il importait alors de mesurer l'évolution de l'accès aux différents niveaux d'enseignement et de décrire les inégalités sociales, de réussite et de trajectoire scolaire. Ce sont des démographes dans le cadre de l'Institut national d'études démographiques, INED, qui réalisent les premières grandes enquêtes quantitatives sur le déroulement des scolarités. Durant les années 1960 et 1970, les administrations vont elles-mêmes constituer des réseaux de collecte de données pour gérer les transformations tant quantitatives
que qualitative du système scolaire. Ces instruments statistiques doivent assurer la connaissance du système, la gestion et la prévision des flux d'élèves et contribuent à l'élaboration de politiques éducatives. Le ministère de l'Éducation nationale reprend alors l'initiative de l'INED, ça veut dire l'Institut national d'études démographiques, et suit pendant toute leur scolarité secondaire d'importants échantillons d'élèves, voire encadrés. En 1970 est créé le Centre d'études et de recherche sur les qualifications pour observer les liens entre la formation et l'insertion professionnelle. La mise en place de ces systèmes d'information statistique permet alors aux chercheurs de disposer de bases de données nationales comme cadrage de travaux qualitatifs. S'intéressant moins aux régularités statistiques dans le domaine des trajectoires scolaires qu'au processus et aux descriptions fines de situations singulières, les sociologues de l'éducation ont par la suite moins recours aux enquêtes statistiques, notamment sur gros échantillons. Ils utilisent plutôt des outils relevant de l'ethnographie, les techniques d'observation, les monographies ou les études de cas. En effet, de nombreux travaux, malgré les divergences entre chercheurs, peuvent être caractérisés par un changement de point de vue. Au centre de la recherche se situe l'acteur en tant que porteur du changement, véhicule de l'innovation dans le système éducatif. De là le recours à des méthodes telles que la recherche-action, l'observation participante, l'intervention ou l'ethnométhodologie. Pour certains chercheurs, ces méthodes permettent d'assurer le lien entre théorie et pratique, puisque le sociologue n'interprète pas le réel selon ces catégories, mais c'est l'acteur qui donne sa grille de lecture et doit réinvestir dans sa pratique quotidienne les résultats de la recherche. L'enquête statistique donnerait une image réductrice du monde social avec des variables construites par le sociologue et ne pourrait rendre compte de la diversité des pratiques et de leurs effets. Par la suite, avec la logique de l'efficacité et de la performance, les méthodes de l'économie dominent la recherche en éducation, du moins celles prises par les décideurs. Ces logiques tendent également à faire évoluer la position du chercheur vers l'expertise. Transformation des équipes de recherche. Enfin, autre trait caractérisant ce changement d'orientation des recherches, les équipes se diversifient. Et dans les années 1980, aux côtés de sociologues, vont participer aux recherches des psychologues ou psychosociologues et surtout des pédagogues et des enseignants dans le cadre de l'Institut national de la recherche pédagogique, par exemple. Les nouvelles approches qui veulent prendre en compte l'ensemble des dimensions du fait éducatif se sont également développées et ont trouvé un contexte favorable dans les départements de sciences de l'éducation des universités créés au début des années 1960-1970. Ces départements qui reçoivent majoritairement des étudiants salariés, praticiens de l'éducation, dispensent des enseignements de psychologie didactique et technique éducative, d'histoire et de sociologie de l'éducation, la formation et les recherches qui sont menées dans les laboratoires associés à ces départements privilégient le lien entre théorie et pratique et les approches pluridisciplinaires. Dans les années 1990, le développement des travaux micro-sociologiques est justifié tant pour les transformations de l'institution scolaire et de la demande sociale que par la recherche d'une meilleure intelligibilité des phénomènes. Cette évolution des
des objets et des méthodes de recherche ne doivent donc pas systématiquement être interprétés en termes de rupture par rapport aux problématiques antérieures. Il serait au contraire plus fécond de mettre en évidence la continuité des questionnements et la recherche d'un approfondissement des résultats. Les changements de méthodologie ne doivent pas conduire à de faux débats et à des oppositions stériles entre méthodes quantitatives et qualitatives. Les transformations quantitatives dans le système éducatif sont d'une telle ampleur que la sociologie de l'éducation ne peut pas se désintéresser de leurs mesures et de la compréhension de leurs conséquences. Dans le même temps, les politiques éducatives territorialisées, en mettant l'accent sur les jeux d'acteurs dans des contextes locaux, ont introduit dans le champ éducatif des analyses relevant de la sociologie politique. Enfin, les demandes d'évaluation des politiques publiques ont de plus en plus mobilisé les économistes sur le thème des effets de l'investissement éducatif. Donc voilà, j'arrive à la fin comment dire, du premier chapitre. Je vais lire le deuxième chapitre dans le prochain épisode, Inch'Allah.